Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce vendredi 26 juillet. C'est le grand jour pour les Jeux de Paris. La cérémonie d'ouverture sur la Seine s'annonce grandiose. 10 500 athlètes sur 85 bateaux devant 1 milliard de téléspectateurs. Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque, sera en duplex avec nous. Avant ce moment de fête s'est tenu le premier sommet sur le sport pour le développement durable. En présence du prince Albert II, nos équipes étaient sur place. Une grande première, l'I1 Série et ses bateaux électriques débarquent en principauté. La monégasque Lisa Cossin-Battaglia aura à cœur de briller. Le PDG d'I1, Rodi Basso, sera notre invité. De la pop et du rock en version jazz, le pianiste Baptiste Trottignon se produisait à Monaco. C'était hier soir au Fort Antoine et nous y étions. Le monde entier a ce soir les yeux rivés sur Paris et plus précisément sur la Seine. C'est là que se déroulera la cérémonie d'ouverture devant plus de 300 000 spectateurs. Le prince Albert II et la princesse Charlène seront présents avec le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Un peu plus tôt, vous le voyez sur ces images, le couple princier et une centaine de chefs d'État et de gouvernement ont été reçus à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. C'est la 33e participation de Monaco à des JO, été comme hiver. En duplex de Paris, on retrouve la secrétaire générale du comité olympique monégasque. Bonsoir Yvette Lambin-Berty. Bonsoir. Vous en avez connu de nombreuses Olympiades, mais on l'imagine, ces Jeux de Paris ont une saveur particulière pour vous. Oui, en effet. En fait, ce sont des Jeux qu'on attend depuis longtemps. Il y a eu plusieurs fois des candidatures et aujourd'hui, nous y sommes. Et pour nous, c'est aussi un peu les Jeux à la maison. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux d'être à Paris. Vous avez visité le village olympique qui est derrière vous et qui va accueillir 14 500 personnes, dont 9 000 athlètes. Qu'en avez-vous pensé? Eh bien, c'est vraiment très agréable, en fait, et très convivial. Comme toujours, ce sont des immeubles où les délégations sont hébergées et qui serviront par la suite à des hébergements nouveaux dans ce quartier. Donc c'est l'héritage des Jeux, c'est formidable. Mais il n'empêche que il y a une très bonne ambiance. Les immeubles sont eux-mêmes décorés aux couleurs des délégations, donc c'est très joyeux. Et puis surtout, il y a un lieu un peu privilégié qui est celui de la rencontre, qui est celui du restaurant du village olympique et qui est fait de manière très conviviale et très agréable. Vous avez pu partager aussi un moment avec nos athlètes. Dans quel état d'esprit sont-ils? Eh bien, ils sont prêts. Ça, je crois qu'on peut le dire. Les uns comme les autres ont fait un travail préalable et d'anticipation, de préparation avant d'arriver à Paris. Et aujourd'hui, ils ont envie que ça commence, je crois. Et surtout, ils sont aussi heureux de participer à cette cérémonie ce soir. Lisa Pou et Théo Druhen seront porte-drapeau durant la cérémonie d'ouverture. Comment vivent-ils cet honneur? Je pense qu'ils l'ont vécu lorsque le prince souverain l'a annoncé au moment de la présentation, avec une grande émotion puisque personne n'était averti et une grande fierté. Et je pense qu'ils font tout pour essayer d'être à la hauteur de cette confiance que le prince leur porte. Après l'émotion de la cérémonie d'ouverture, il faudra très vite se concentrer sur la compétition. Vous avez donné quelques conseils à nos athlètes? Oui, vraiment, je pense qu'ils n'ont pas besoin de mes conseils, et surtout sportifs. Mais je pense que surtout, ils savent la chance et surtout, pour certains, vraiment, et tous, je dirais, le résultat d'un gros travail. Donc, ils peuvent participer à ces Jeux. On a aussi des ambitions, puisque 2 d'entre eux sont qualifiés déjà. Un troisième a très peu de la qualification. Donc voilà, c'est une délégation qui a un niveau élevé et dont on est très fiers. Donc je leur ai dit que nous étions fiers d'eux et qu'on était là pour les encourager. Une médaille lors de ces Jeux, est-ce que vous y croyez? Eh bien, il faut pas rêver, je dirais, mais il faut l'espérer ardemment. On va vibrer aux Jeux de Paris, mais on ne peut s'empêcher aussi de penser aux Jeux de 2030.
officiellement attribué aux Alpes françaises. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle pour le sport monégasque. Mais oui, bien entendu, parce que c'est proche. Et puis, ce sont des Alpes que nous connaissons bien, avec nos athlètes qui participent aux Jeux d'hiver. Et là encore, je crois qu'on aura vraiment ce sentiment d'avoir eu les Jeux pratiquement chez nous. En attendant, profitons pleinement des Jeux de Paris et souhaitons bonne chance à nos athlètes. Merci Yvette Lambin-Berty. Bonsoir. Hier se tenait aussi à Paris le sommet sur le sport pour le développement durable, en présence de près de 50 chefs d'État et de gouvernement, dont son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et du Coco Maza. Des jeux engagés et utiles, c'est en quelque sorte le message qu'a voulu transmettre le sommet sur le sport pour le développement durable. À l'orée des Jeux Olympiques de Paris 2024, le président français Emmanuel Macron et le Comité international olympique, avec le soutien de l'Agence française de développement, se sont associés pour mettre le sport au cœur des enjeux de notre société. Faire équipe pour un monde plus juste et plus humain. On peut mettre du sport dans les projets de santé, on peut mettre du sport dans les projets d'éducation, on peut mettre du sport, vous le savez, le Prince le sait, dans les projets environnementaux, climat, nature, et ils vont mieux en fait, ça a plus d'impact. Donc on a pris des engagements très concrets, politiques, financiers, du monde sportif, des engagements sur le volet de recherche aussi, parce qu'il faut plus de chercheurs qui recueillent de la data, et qui nous aide à aller dans la bonne direction. Donc oui, je crois que c'était une étape importante. Chefs d'État et de gouvernement, dirigeants d'institutions internationales, membres du mouvement olympique, athlètes impliqués ont pris l'engagement au Louvre d'accélérer d'ici à 2030 la contribution du sport aux objectifs de développement durable des Nations Unies. De nombreux programmes existent déjà, à l'image de ceux portés par la FIFA. Le sport reste et est un grand rassembleur. Un grand rassembleur de chefs d'État, un grand rassembleur de ministres, mais un grand rassembleur de peuples aussi. Et je pense qu'il faut peut-être pas trop en jouer, mais il faut quand même saisir l'opportunité et rappeler aussi aux gens les valeurs du sport. Et je pense que des fois, ça fait du bien aussi de se remettre tous autour d'un bureau, nous avec la FIFA aussi en premier, et justement de mettre en place des actions qui auront une force et une portée dans demain. Et le monde du sport a pris ses engagements lors de ce sommet. Thomas Bach a par exemple annoncé une hausse de 10% du budget que le CIO consacre à la solidarité olympique. Une implication qui devrait en amener d'autres et qui seront sur la table de la réunion des ministres du G7 sur le sport pour le développement en octobre prochain à Pescara. Une compétition inédite ce week-end en Principauté, l'E1 Series qui regroupe les bateaux électriques de 8 équipes. Le PDG d'E1, Rodi Basso, est interrogé par Frédéric Elion. Bonsoir Rodi Basso. Bonsoir. Rodi, the fourth round of the E1 Series will take place in Monaco this weekend, but before talking about that race weekend, can you give us some information about the E1 Series Championship? When was it created and why? Thank you for the question. The E1 is the only World Electric Powerboat Championship. We have an exclusive license for the next 25 years to organize a sport platform with this technology, which is of course a sustainable technology. Our boats are full electric, so zero emission. But also the dynamics and the engineering of the boat is such that we don't produce any wave, and also of course the level of noise is incredibly low, which is so important for the sea life. But we also care about the city hosting us, so we promote the cities. So city brand is our third pillar, but also city lifestyle. You talked about sustainability. Monaco is very involved and aware about those environment issues. Was it an obvious decision for the E1 Series to race in Monaco? Monaco is very close to our heart. I do remember in September 2020, with the presence of His Serene Highness Prince Albert, we came here to sign our exclusive agreement with the federation, the UIM, Union Internationale Motonautique, that is, by the way, based in Monaco. So from that moment, we shared with the Yacht Club and with Monaco in general all our milestones. We came here to present the prototype, the very first prototype,
We came here for testing, and now we are incredibly pleased to be racing in our first season of our history. Rodi, let's talk about the boats. Are they all the same, or the teams can work on their own electric power units? The boats are all the same, so it's the stock series. And so the pilot is fundamental. We have a female and a male pilot. They swap in during the session, and so we add the performance in order to understand the team performance. The boats are all the same, as I mentioned. The team can work on some tuning. They can choose what propeller to use. And there is a lot of strategy because of the race format, because of the rules, because of the use, as for an example, of the boost button that allows to move from 40 to 50 knots maximum speed. And of course, there is also the management of the foils dynamic. But managing the foils is not easy. When you're close to the 50 knots maximum speed and when the boat is very high, there is the chance of cavitating, which means that the boat can drop off, you know, a bit like a stall for an aircraft. And then you lose a lot of lap time. So there is a lot of sensitivity, a lot of strategy. This is where the challenge is. How many teams and pilots are competing? I saw that superstars like Rafael Nadal and Tom Brady have a team, right? Absolutely, we have 9 teams. We have also Will Smith, Mark Anthony, Steve Aoki, an important entrepreneur from Brazil, Marcelo Claure, and more, Didier Drogba. So we will get to 12 teams. Very likely next year, for the season 2, we will have 12 teams with our 8, of course, 24 pilots, which we need to add another 6. And so, yeah, the competition is there, and all these talents are very important to us. Rodi, last question. Can you give us the race weekend schedule here in Monaco? Is there some free practice, different races, and where are the best spots to see the race? So yes, we will be starting our action on Saturday. There is the free practice in the morning and qualifying in the afternoon. Then on Sunday is the big day where we have our hospitality, and the fans can get close on Saturday, on Sunday to the action, because we are incredibly close to the entrance of the port. And the action starts at 10 o'clock with semi-finals, and the finals is at 4 o'clock. This is what we will broadcast live everywhere in the world with our reach of 1.7 billion people, our potential reach, which is incredible for a brand new championship. So we expect a lot of people to come over. Today we have a shakedown and we are testing the boat, and there are already many people stopping by and taking pictures. So we expect Sunday to be crowded, and I hope that all the Monegasque can enjoy the show and learn more about the water mobility of the future. Rodi Basso, thanks a lot for your time, and enjoy the race weekend here in Monaco. Thank you so much for inviting me, and all the best. Voilà pour cet entretien réalisé par Frédéric Elion. Nous vous emmenons à présent en voyage dans le métaverse. L'entreprise monégasque D-World vient de dévoiler une modélisation de la principauté qui permet de visiter le palais princier, le casino ou le One Monte Carlo et d'interagir, tout cela sans bouger. Une expérience innovante et immersive à tester dès ce week-end. Le reportage de Cassandra Sancarlos et Jean-Alexandre Dordet. À seulement 23 ans, Manila Di Giovanni, venu des Philippines, a créé sa start-up D-World. Son but, développer le métaverse de Monaco, un monde virtuel où la principauté a été reconstituée dans les moindres détails, une véritable révolution. Tu peux voir le métaverse comme un monde virtuel parallèle. Donc, tu vois maintenant Monaco, tu peux te promener ici dans Port Hercule. Et la même chose, tu la peux faire dans un Monaco virtuel. Tu peux te promener, voir les paysages, la ville, mais aussi faire des achats avec des entreprises locales. La plage du Larvoto, le café de Paris ou encore le palais princier, tous les lieux mythiques de la principauté peuvent être visités. Des interactions avec d'autres joueurs en ligne sont également possibles. Les avatars peuvent se déplacer et participer à de nombreuses activités, comme aller nourrir les pingouins d'Antarctique au musée océanographique ou encore visiter des expositions visibles dans le monde réel.
Le but, c'est d'incrémenter les niveaux de tourisme de la principauté, parce que les métaverses, c'est pas un monde virtuel qui va remplacer le tourisme réel. C'est inutile pour aider la principauté à attirer beaucoup plus de touristes sur place et incrémenter le niveau de l'économie. Le métaverse de Monaco est disponible dès ce week-end. Le téléchargement est gratuit, il suffit d'avoir un ordinateur et au mieux un casque de réalité virtuelle pour profiter pleinement de l'expérience. Le concert d'hier au Fort Antoine était lui bien réel. Le pianiste Baptiste Trottignon a joué son dernier album de jazz, Brexit Music, consacré à la pop anglaise. Ambiance garantie. Un reportage d'Émilie Terrasson, Clélia Renaud et Lionel Bernardi. Une musique jazz sur des airs britanniques, c'est l'idée de ce trio de musiciens. Pianiste et compositeur Baptiste Trottignon est accompagné sur scène de Gregory Hutchinson à la batterie et du bassiste Matt Penman. En 2023, ils sortent l'album Brexit Music et font revivre la pop anglaise avec des sonorités bien différentes. Donc c'est du jazz, c'est de la musique acoustique, mais effectivement le répertoire vient de toutes ces chansons pop, rock, d'outre-Atlantique, de Grande-Bretagne, qui ont fait le bonheur des mélomanes et de plein de gens. Donc des Beatles à Radiohead, en passant par Pink Floyd, Sting, etc., Led Zepp et d'autres choses. C'est un répertoire assez ludique, le titre Brexit Music lui-même est assez ludique, il n'y a rien de politique, c'est une façon de faire un petit clin d'œil, comme quoi dans l'art on peut s'amuser un peu plus que dans la politique. Depuis quelques années, Baptiste Trottignon reprend des titres connus en les interprétant pour faire de la musique jazz. En faire un album est le moyen de faire découvrir aux amateurs de musique pop un tout autre registre. Je trouve ça intéressant d'amener un public peut-être qui ne connaît pas très bien le son du jazz. Et nous, ce qu'on aime défendre, c'est le son et la vibration du jazz. Il y a des musiques afro-américaines qui sont donc assez éloignées de la pop anglaise. Mais d'avoir un répertoire comme ça qui peut parler aux gens sans trop savoir comment ça va sonner, ça les amène aussi à d'autres sonorités, d'autres univers où il y a beaucoup d'improvisation. On improvise énormément autour de ces thèmes-là. Les thèmes sont souvent, comme dans le jazz, des prétextes à créativité sur le moment, dans l'instant. Le jazz est vecteur de partage et dans ce trio, chacun a sa touche personnelle. Et ne manquez pas la toute dernière représentation de théâtre de la saison au Fort Antoine par les Pointus. Ce sera le 30 juillet. C'est l'un des plaisirs de l'été, savourer une bonne glace ou un sorbet l'après-midi ou en soirée. Il y en a pour tous les goûts, certains parfums pourraient même vous surprendre. Alors quelles sont les tendances de l'été? Cassandra Sancarlos et Camille Caloni sont allés goûter pour nous. Que serait l'été sans une bonne glace pour nous rafraîchir? Avec une température qui dépasse les 30 degrés, difficile de dire non à une crème glacée. En ce qui concerne les parfums préférés des clients, certains sortent du lot. L'été, généralement, c'est plutôt les sorbets. C'est à base de fruits frais, donc c'est ce qui plaît le plus, c'est rafraîchissant. Vous avez la figue qu'on fait vraiment exceptionnellement en juillet, août, quand les fruits sont vraiment très bons. La pêche, le melon. Bientôt, on va aussi faire pastèque, donc c'est un fruit qui plaît beaucoup l'été. Les touristes, généralement, c'est le classique. Ils savent les parfums voilà, que vous avez partout dans le monde, donc c'est plutôt stracciatella ou les chocolats, ou encore fraises, vanille, c'est vraiment les parfums classiques. Mais été comme hiver, les grands classiques mettent tout le monde d'accord. Pas question de changer les habitudes. Moi, sorbet chocolat. Moi, je restais tout simple vanillé. Ça fait depuis toute petite que je viens ici et sorbet chocolat, ça change un peu de chocolat et c'est très bon. Moi, c'est depuis tout petit, avec mes parents aussi, c'était vanille ou chocolat et j'ai toujours choisi vanille. Et du coup, je suis resté avec. Chocolat. Café, citron aussi. Café. Moi, c'est caramel beurre salé. Si les sorbets aux fruits sont toujours d'actualité, des parfums plus insolites font fureur depuis quelques années. Cette année, on fait strawberry cheesecake, ça plaît aussi beaucoup aux gens. Et on a aussi un nouveau parfum avec des macarons et les gens aiment bien tenter l'expérience avec du biscuit dans la glace, c'est sympa. Attention à ne pas oublier les granités qui eux aussi rencontrent un franc succès chaque été avec un effet plus que rafraîchissant.
Et vu les températures des prochains jours, on n'a pas fini d'en déguster. Bonsoir Frédéric Allion. Quel temps pour demain ? Une journée bien ensoleillée, Sébastien, même si quelques passages nuageux sont attendus dans l'après-midi. Il fera encore très chaud avec des températures comprises entre 24 et 29 degrés. Pour ceux qui opteront pour une journée plage, l'eau sera à 26. Samedi 27 juillet, vous pourrez souhaiter une bonne fête à toutes les Nathalie. Merci Frédéric, on referme ce journal avec les photos de nos athlètes aux Jeux de Paris. Lisa Pou, Théo Druhen, Xiao Xingyang, Quentin Antonielli, Marie-Charlotte Gasteau et Marvin Gado. On vous souhaite le meilleur, portez haut les couleurs rouges et blanches. Excellente soirée, à demain.